Bonjour, bonjour, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je suis à la recherche d'une alternance. Cette alternance serait dans le domaine du développement logiciel, surtout en utilisant les technologies Kotlin ou Java, mais je suis capable de attendre des besoins dans le front-end, back-end, aussi dans le développement mobile, par exemple. Bon, la dernière fois, on s'est arrêté sur la recherche, cette étape où nous sommes en train de préparer terrain pour l'implémentation de l'utilisateur. Comme dit la dernière fois, on va changer l'approche. L'ancien module, le module des récompenses journalières, journalières, on l'a fait euh, sous le, sous le, sous l'optique de bien vouloir, pardon, on a fait sur l'optique de commencer à faire le back-end. Maintenant, nous allons faire l'utilisateur en commençant du côté client. Et du côté client, on va relier au serveur dans, je pense que j'ai fait un dessin, comme ça c'est plus clair. Séparons le côté client et le côté serveur. Pour euh, la partie de récompense, on a fait seulement du côté serveur. Et on a l'intention de remonter au back-end avec l'utilisateur. On commence côté client, on va vers le côté serveur et on implémente les récompenses côté client avec l'utilisateur. Ok, ça marche? Bien, bien. Venez avec nous, venez avec moi. On va commencer. Bon, la dernière fois, on a établi que les sessions, on va utiliser Daily Storage, Daily Store avec des tokens JWT. Le système de login, on s'était dit que implémenter un formulaire classique serait, serait le plus simple parce que, parce que faire des intégrations avec Google, c'est dépendrait d'une compte, enfin, d'une application Google déjà déployée sur Play Store. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit établir? On doit voir, j'ai fait une étoile, on doit voir euh, la transition des données, comment on va faire pour passer un... En fait, non, parce que ça, on a vu dans la première, dans les premières vidéos, quand on a fait le premier test de relier Ktor et le serveur en Java. Donc ça, comment on fait pour passer des informations du serveur, non, pardon, du client au serveur, c'est OK, avec Ktor et le côté client, mais il faut voir par conséquent comment on va structurer la BDD pour accueillir des nouveaux clients, comment, euh, comment on dit ça, comment on transmet ça. Bon, comment vérifier le compte créé.
comment relier? Vous allez remarquer que certaines choses, on, on a déjà en tête, par exemple, on a déjà fait, par exemple, comment relier les récompenses au compte. On utilise l'API qu'on a écrit. On utilise l'API qu'on a écrit. Ok. L'API, une API, ouais. Je sais pas si API c'est masculin ou féminin. Mais juste pour structurer. Euh, c'est tout. Attendez. Bon, ok. Ouvrons notre petit draw.io. Parce que je pense qu'on va devoir structurer l'API. Pas l'API, mais la partie la partie du diagramme des classes concernant l'utilisateur. Donc, j'imagine qu'on pourra faire comme ça. Ceci, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, l'utilisateur, il va remplir des infos. Il va remplir des infos. Euh, nous aurons un système de vérification des infos. Si les infos elles sont bien remplies, oups, on va transmettre ceci au serveur. Si le système n'a pas été bien, enfin, il a des problèmes d'information, des remplissage d'informations, l'utilisateur doit être notifié. Sinon, sinon, attendez, j'essaie de dessiner une base de données minimum décente, pas décente, minimum correcte. Ok, j'ai essayé. Et là, nous aurons la sauvegarde. Donc, client et serveur. Ok, ça, c'est produira quand nous ferons un sign-in, un, je- un enregistrement. Je ne sais pas comment dire ça en français. Sign in French. Non, sign up.
une inscription. Voilà, quand on fait une sign up, une inscription. Ok, maintenant ça vient la partie cool. Comment on va faire la gestion du décision. Euh, la dernière vidéo était principalement une vidéo de recherche. C'est-à-dire qu'on allait voir qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce que on peut utiliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'adresser. Mais maintenant, c'est comment, qu'est-ce que ça fait. Et on va partir sur le plan plus de comment ceci fonctionne, comme cette technologie qu'on a retrouvée la dernière fois fonctionne. Et quelles sont les limitations. Euh, ok. Je... Ok, ok. Bon. Euh, Sessions. Ok. Attendez, attendez. C'est le truc de session qu'on avait vu avant. Ok. When building modern Android apps, you often need to store user persistence preferences or small pieces of data that should be persisted across sessions. Traditionally, developers use shared preferences for this support. However, Google now recommends Data Store as a modern, efficient, and safer replacement. Okay, in this article, we'll walk through Data Store integration in a Jetpack Compose app. Jetpack Compose, c'est, je dirais pas le nouveau parce que ça commence à faire un certain moment, mais c'est qu'on utilise pour faire des UI sur Android. Avant, on utilisait quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du JavaFX, mais à l'époque du JavaFX, oh là 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 là, qu'est-ce que je me sens vieux. Vieux quoi, j'ai utilisé ça pour faire un projet il y a un an. On avait JavaFX UI Creator. Et justement, c'est le dispositif de création des UI. Voilà. C'était du drag and drop qui utilisait du XML pour bien structurer les choses. Et c'était pareil pour Android. Je me rappelle plus le nom de ce qui était utilisé parce que je me rappelle que quand j'ai commencé à apprendre à faire du dev Android, c'était une des premières choses que j'ai rencontrées. Et là, j'ai découvert Jetpack Compose. Bon, après, enfin, il y avait Google qui a mis en place toute une transition du système comme ça vers Jetpack Compose.
Je pense que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je pense que j'ai un ancien projet. Attendez, est-ce que... Attendez. Euh, Cette Compose fonctionne comme un framework à composants, comme le nom indique. Et c'est surtout... celui-ci, oui. Et c'est surtout avec la logique du composant. Oups, 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 oups. Ok, oups. Ça, c'est un autre projet. Et voilà, ça fonctionne comme ça. On déclare un composant, on déclare des choses. C'est vraiment, vraiment qui est du code, alors qu'avant que c'était du XML. Je vais, je vais pas me vanter, mais moi en UI, je gère, je gère trop. En fait, non, en vrai, ça va un peu. Je sais pas trop design graphique, mais voilà. Donc, fermer la grosse parenthèse. In this article, we will walk through data store integration in a Jetpack Compose app step by step with code examples. Ah, ils avaient déjà l'exemple. J'aurais pu montrer des exemples. Pas grave. Data Store is a data storage solution built on Kotlin coroutines and Flow. Waouh! Ça c'est cool ça. Coroutines and Flow. Bon, les coroutines, grosso modo, c'est les threads pour Java. Flow, c'est... j'ai du mal à expliquer parce que j'ai encore des problèmes de compréhension avec ça. Donc, je vais juste chercher sur Internet. Flow in Kotlin. Aussi simple que ça. Flow in Kotlin is asynchronous A flow in Kotlin is an asynchronous data stream that emits sequence of values over time, allowing you handle multiple values without blocking the main thread. It is part of the Kotlin coroutines library. Ok, ok, je vois. Donc c'est un outil utilisé par les coroutines. Et vous allez me demander qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre une coroutine et une thread. Bon, la thread, c'est... Ok, une coroutine, c'est la plus petite unité d'une thread. Ça veut dire qu'on peut utiliser plusieurs coroutines au sein d'une thread sans devoir peser autant, être aussi lourd qu'une thread en soi. On va s'aventurer avec tout ça ensemble, donc on peut être patient. Preferences data store. Store key values, genre un dictionnaire. Proto data store. Store typed objects using protocol buffers. Ouh, cool. Je pense déjà avoir entendu ce nom quelque part. Je pense qu'ils étaient appelés proto buffer, un truc comme ça. Mais si on voit encore ce nom, je le cherche sur internet. For most use cases like dark mode toggles, onboarding flags, or small user preferences, data store is enough. Setting up data store. Ok, pourquoi on va utiliser ça? Parce que ici, on doit retourner au serveur. Si je peux faire ceci. Et là, je fais un écran. Quand le client voudra se connecter,
on enverra un token vers le client. Non. Quand l'utilisateur voudra se connecter, on envoie un token vers le client. Et du coup, on y stocke comme ça. Setting up the store. Ok. Tac. Ok. Create a data store instance. Ok. Ok, c'est vraiment du... Je sais pas qu'est-ce que je m'attendais. Je sais pas, je m'attendais à quelque chose. Peut-être que c'est parce que je suis juste en train de regarder par le dessus, mais je m'attendais à quelque chose plus comme un dictionnaire, comme on avait avant, mais parce que quand on dit daily store, je pense en local storage. C'est pas du tout la même chose, mais c'est du web et là c'est un dictionnaire. Ok. Mhm. Ok. Donc ça c'est important. Euh, daily store. Donc je mets quelque chose. Flow. Euh, ce monsieur qui a fait le redirectionnement, c'est un roi. Ok. Ah bah voilà, c'était comme ça avant. Quand on déclarait tout ça comme ça. Quoi, qu'on faisait comme ça avant. Je veux toujours utiliser directement Jetpack Compose. Mais c'était comme ça. Non, c'est pas le bon truc. Au moins, c'est pas ce que je viens de voir. Je sauvegarde ce post. Euh, Data Store. Jetpack Data Store is storage solution that lets you store key values pairs or typed objects with protocol buffers. Yeah, very good. Their store interface provides the following API: a flow that can be used to read data from the data store, Vault Data Flow, a function to update data in data store. Okay, data store configurations. If you want to store and access data using keys,
Use preferences data store implementation which does not require predefined schema and does not provide type safety. Type safety. Each has a shared preference like API but doesn't have the drawbacks associated with shared preferences. Ça c'est intéressant par contre. Par contre, ok. En fait, j'essaie de. C'est ça. C'est utilisable, pourquoi pas. Setup. To use Jetpack Data Store in your app, add the following to, to your Gradle file depending on which implementation you want to use. Preference Data Store. Okay. To alternatively without Android dependency. Implementation Data Store preferences. Core. Je pas compris. Ok. To add optional Rx Java support, add the following dependency. Optional Rx Java 2 support. Optional Java Rx Java 3 support. The restore, add the following lines dependency of your Gradle file. Types the restore for custom data objects, for example, using Proto or JSON. Je pense que ça va être plutôt celle-ci, hein. Je commence à voir les mots magiques. Alternatively, without an Android dependency. Ok. JSON serialization. Protobuf. Encore une fois, maintenant il est là. C'est quoi un protobuf? Protobuffer. Okay. Protocol buffer. Written in wow, so many language. Ah, ok. Pour le coup, la dernière vidéo, je me souvenais plus du tout le framework qui était utilisé pour Dart. C'était Flutter. Un de mes camarades de classe m'a rappelé. Il dit ouais, en fait, t'as oublié, c'était juste Flutter. Flutter. Voilà. Euh, des grandes salutations à mon camarade de classe qui m'a rappelé du nom du framework. The method involves an interface description language that describes the structure of some data and a program that generates source code from that description for generating or parsing stream of bytes that represents the structured data. Ok, ok, pardon. Du coup, c'est juste une plateforme de convertir des données sérialisées. Ça veut dire convertir des données en binaire natif pour préparer le transport. Par exemple, on prend un entier et on transforme son entier en binaire. Parce que, en fait, euh, un entier chez Kotlin et un entier. Ah, ok. Peut-être là, c'est pas le meilleur exemple du monde. Ok, j'avoue.
peut-être là, c'est pas un meilleur exemple du monde parce qu'on reste dans la JV. Mais en entier chez Kotlin versus en entier chez C, par exemple, ils n'ont pas vraiment beaucoup de choses en commun. Mais sauf qu'on peut tout transmettre en binaire et là on est good. To use protobuf serialization, add the following to your Gradle file. Mhm. In order to use data store correctly, always keep in mind the following rules. Never create more than one instance of data store for a given file in the same process. Okay. Huh. The generic type of data type data, data store T must be immutable. Immuable. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Une fois qu'on a déclaré ce petit grand T, ce T capital comme en entier, ça bouge plus. Do not mix usages. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai mal prononcé. Do not mix usages of single process data store and multi-process data store for the same file. You intend to access the data store from more than one process, you must use multi-process data store. Okay. Their definition. Euh, je sais pas si il vaut mieux que j'explique ou je le fais au cas où. Data class, c'est une classe, mais sert seulement à être un placeholder, un, un conteneur pour encapsuler des données, justement. Elle n'aura pas, on n'aura pas un appel de méthode aussi important. Pardon. On n'aura pas un appel de méthode aussi important. Par exemple, ce sera pas du tout comme une entité. On pourrait la comparer à un DTO en Spring Boot. Je pense qu'en Java, il y a aussi un truc pour ça. Seulement pour ça, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Ok, c'est comme ça qu'on crée un data store. Ok, cool. Life cycle. Euh, j'ai pas compris. Enfin, pourquoi il y a la photo d'un truc des miels? Non, mais ok. Je juge pas, je juge pas. Le monsieur qui a écrit ce, ce post, il aimait bien
le miel et la zootechnie, je pense. Et l'entretien des animaux. Non, non, je juge pas. Ok, donc il faudra penser à choisir un algorithme et l'implémenter. Pas grave, on le fait, on le fait. Si c'est demandé, on le fait. According to a 2025 security report by OWASP, misconfigured token signatures contributed to over 40% of authentication breaches, avoir in public APIs last year. Ok. Mhm. Donc on refait un autre truc. Et là, on va noter toutes les informations dont on a besoin pour ceci. Ok. A partial compromise often lies between 5 to 15 minutes of active validity, validity. Okay, 5 to paired with refresh tokens, leveraging strict rotation policies. Par exemple, une fois qu'il a expiré, on crée un nouveau. Pas grave. Netflix engineering blog reviews. This approach caused unauthorized, unauthorized access incidents by 35% while maintaining session continuity. Netflix engineering blog. Euh, je, je sais, c'est juste pas le YouTuber Primogen. Je sais pas si vous connaissez ou pas. J'espère qu'on parle pas de lui là. Ah non, en fait, c'est pas d'un ingénieur de Netflix, c'est le blog de l'ingénierie de Netflix, le dit. Ouais, ça peut être cool. Ouais. Ok, refresh token. Ah, ok, ça c'est important pour le coup. They don't track service side information, making revocation tricky once issued. Dynamic mechanics like token blacklists or short-lived signatures become necessary to invalidate tokens post-compromise. Consider how auths, auths infrastructure handles this. Immediate revocation relies on efficient synchronization of token states across distributed servers. Ever wonder what happens internally after token signature validation? The payload typically
containing user claims and metadata must undergo precise parsing and claim validation against the current security context. For instance, expiration exp issued IAT, IAT, I8, I8, and not before NBF. Pourquoi des acronymes comme ça? Claims required through validation to prevent replay attacks or premature acceptance of tokens. Missteps, yeah. J'ai pris ma gourde. Non, je pense que je l'ai oublié dehors. Ok, je reviens. Je vais juste prendre ma gourde. Je suis de retour, pardon. Okay, get the payload right before anything else. Identify what claims you actually need. Overloading tokens with unnecessary data. The data not only bloats their size but also increases the attack surface. Okay, focus on minimalistic payloads, user ID, roles, and expiration timestamps usually suffice. Ok, j'ai pas bien dit. Focus on minimalist, minimalistic payloads. User. Use ID, roles, and expiration timestamps usually suffice. Ok, mais ça, ça, c'est une fois qu'il est créé, non? Parce que sinon, par exemple, comment euh, un un payload c'est juste comment- un gros objet avec toutes les données qu'on va passer au back-end. C'est tout. Payloads user ID. Mais on n'a pas de user ID, ça on va créer déjà un utilisateur. Ça n'a pas trop de sens. Je suis au milieu. Roles, ouais, and the expiration timestamp usually suffice, suffice, suffice. Okay, choose the sign-in algorithm carefully. While H HMAC HMAC sh, sh, SHA 256 HMAC SHA 256. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais pas grave. Remains popular due to its speed and simplicity. RSA or ACGSA offers symmetric signing, which can enhance security in distributed systems. However, asymmetric keys require diligent key management. Losing the private key means invalidating all tokens. Yeah. Ok. Donc, tout d'abord, on va définir notre payload. Euh, Minimalistic payload format. Donc, si on peut dessiner notre payload, ça va être quelque chose comme ça. Oups, j'aime pas la couleur.
Rien contre le rose, mais je trouve trop. Voilà, qu'est-ce qu'on aura? Euh, on avait dit qu'un utilisateur. Ok, ici, ici, ici. On n'aura pas. On n'aura pas le choix, il va falloir tout envoyer. Il va falloir tout envoyer. Et en plus, euh, et en plus, il faut pas oublier de hacher le mot de passe, bien comme il faut. Donc on fait, voilà. Euh, Secure key storage never gets old as a reminder. Storing secrets in environment variable or dedicated vaults re- reduces leak risk. Rotate keys periodically to limit damage. En vrai de vrai, ça c'est hyper intéressant, hein. Parce que le monsieur il donne vraiment des conseils de sécurité que j'avais jamais pas pensé. Par exemple, rotate keys periodically. Ben, comme le scope des projets, dans la plupart des projets que je fais, il n'est pas important. Ceci ne pose pas de problème parce que mes petits projets vont jamais sortir du GitHub. Mais dans, dans un projet en live, ça doit être hyper important. Bah, si vous en avez, je recommande. Si vous en avez besoin de travailler avec des JWT un jour de vos vies, ce poste il est cool. Voilà. Um, to limit damage in case of compromised security experts, in case of compromise security, experts recommend 90 days rotation life cycle for sensitive applications. Have you asked yourself how often your current system refreshes secrets? Non, jamais. Set explicitly expired dates tailored to your use case. Short-lived tokens, for example, 15 minutes, minimize exposures if intercepted for sessions needing extended access. access. Consider using refresh tokens alongside access tokens rather than lengthening expiration indiscriminately. Ok, so on a besoin de faire la différence entre access tokens and consider using refreshing tokens. Access token should be refreshed instead of extend.
their life, their life, their TTM, TTF, TT, D, TTL, TTL, time to life, time to live, voilà. Community, vetted, 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 vetted. Okay. Community vetted GWT libraries in languages like JavaScript or Python includes include by built-in validation routines. Rely on them rather than reinventing sign-in process from scratch. Reinventing sign-in process from scratch. Bon, pas grave, on est là pour apprendre. Euh, use. Je m'attendais pas que j'aurais une balle perdue à ces moments-là. Justement, ok. Non, mais il a raison, il a raison. Address token revocation pragmatically. Ok, on va me demander, ok, mais pourquoi c'est ce genre de choses si, comme j'avais dit avant, notre petit projet, ça resterait petit, c'est juste pour l'apprentissage. Mais c'est justement pour l'apprentissage qu'il faut avoir certains, euh, certaines bonnes habitudes. Je, je, on peut pas tout faire, je suis d'accord, mais c'est qu'on arrive à avoir comme bonne habitude et il vaut mieux le garder, surtout en sécurité. Parce que j'avais, je pense que j'avais vu une vidéo, donc à apprendre ce que j'avais dit avec des grosses pincettes, des petites pincettes, avec un certain recul, mais il y a une grosse partie dans des développeurs qui ont un niveau en sécurité assez moindre, humble, je dirais, niveau humble. Donc voilà, c'est qu'on peut s'améliorer, c'est cool. Address token revocation pragmatically. State, hein? Address token revocation pragma, pragmatically. Pragmatically, stateless tokens shine in scalability, but they complicate revocation. Implement short lifetimes alongside a server-side blacklist or versioning strategy where tokens with outdated metadata get rejected. Have you encountered have you encountered environments where tokens outlive their user sessions? Euh, non, mais j'avais
vu quelque chose assez comme ça. On va voir bientôt quand on travaillera avec la partie Android, mais il y a quelque chose qui s'appelle le Ville Model. Je pense que j'en ai déjà parlé ici justement sur la chaîne, mais c'est un espace mémoire qui il est persistant au changement à des activités. C'est-à-dire que on va pouvoir voir, ok, on, a- on aura des changements, par exemple les rotations d'écran, l'utilisateur qui littéralement is- pas scroller, mais fait ça avec notre application. Il enlève, voilà, qu'il élimine notre application directement et pas seulement aller dans la leçon background. Ça compte comme des moments où on doit littéralement, euh, notre application elle est détruite. C'est-à-dire que tout ce qui consiste comme chose qu'on voit est détruit et on a cette petite partie mémoire qui survit, elle va pas survivre au fait d'être détruite, mais elle aura un life cycle plus long que la partie qu'on voit justement. Et du coup, quand on ajoute la base de données, on ajoute directement en instanciant une base de données directement dans le vide modèle, on peut avoir des petits problèmes avec ça. Parce que justement, notre ville modèle va vivre beaucoup plus longtemps. Et parfois, dans des architectures comme celle de, comment ça s'appelle? Celle qui en a microservices, voilà. Où chaque partie une, a sa propre base de données, chaque microservice a sa propre base de données. Euh, le fait qu'une base de données est encore présente dans l'application alors qu'elle est son activité elle est plus utilisée, ça peut avoir des gros soucis niveau performance et niveau sécurité. Ok? Ok, là c'est le choix des algorithmes. Franchement, franchement, j'ai pensé que c'était hype, mais c'est vachement intéressant. C'est combien de temps de lecture? Parce on peut en passer de l'horaire et je pense que je vais devoir euh, finir par ici parce que sinon ça va devenir trop tard. Parce que sinon ça va être trop tard. Euh, mais franchement, cette partie elle m'intéresse beaucoup. Et là, je suis en train de là, je suis en train de me retenir pour ne pas la continuer en vidéo. Mais demain j'ai cours tôt. Il faut mettre la vidéo en ligne, il faut faire tout ça. Bon, on continue demain. Ouais, je sais. Oh. Ouais, je sais, je sais. Mais au moins, on a eu pas mal d'informations. Euh, attendez, il y a juste une dernière partie qui est importante. Euh,
Ok, voilà. Limiting claims. Ok. Bon, merci à tous de m'avoir accompagné jusque maintenant. Cette partie, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir voir avec vous. J'espère que ça vous plaît aussi, que ça vous plaît autant que ça me plaît. J'espère que ça vous plaise autant que ça me plaît. Et on va se dire au revoir par ici. Si vous avez des commentaires, laissez des commentaires. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et aussi laissez le like si ça vous plaît. On se dit à demain. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Arrivederci. Ciao ciao. Tchuss.